La réforme des classements badminton, on en parle beaucoup. Et vous avez été nombreux à réagir à ma dernière vidéo. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les joueurs? Est-ce que certains vont galérer à monter? Est-ce que d'autres vont profiter du système? Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 cas très différents, des profils qu'on connaît tous, et tu vas voir que cette réforme ne touchera pas tout le monde de la même manière. Cas numéro 1, le joueur loisir qui progresse tout doucement. Donc premier profil, le joueur loisir, celui qui fait quelques tournois par an et qui progresse petit à petit. Son objectif, lui, n'est pas forcément de performer à haut niveau, mais son objectif est de s'amuser, de monter doucement et de valider ses progrès. Avant la réforme, il montait lentement. Maintenant, ce sera à peu près pareil. Pourquoi? Parce que le nouveau système prendra en compte les victoires et les défaites, mais aussi la fréquence et la valeur des adversaires battus. Donc s'il continue de faire des tournois occasionnels et qu'il gagne un peu, il progressera toujours à son rythme. Conclusion, pas trop de bouleversements finalement pour lui. Il reste maître de son évolution. Cas numéro 2, l'ancien compétiteur sous-classé, le fraudeur. On en connaît tous au moins un dans notre club normalement. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous faites partie de ce cas-là. Donc deuxième profil, le fameux ancien compétiteur. Celui qui a arrêté quelques années mais qui revient en ayant un classement inférieur à son niveau. Avant la réforme, il pouvait rester longtemps dans une série basse. Il gagnait facilement et son classement montait doucement car il n'y avait pas de prise en compte d'écart réel de niveau. Maintenant, avec la réforme, chaque victoire compte plus précisément, surtout si elle est contre un adversaire mieux classé. Vu qu'il perd rarement, il va montrer très rapidement car il n'aura que des victoires. Exemple, un joueur R5 actuellement, mais qui a un niveau N3. Donc il va monter bien sûr au fur et à mesure du temps, il va gagner des tournois, mais il va prendre du temps pour accumuler des points, car il faudra prendre ses 6 meilleures cotes. Les 6 meilleures cotes en R5 pour atteindre le niveau N3, ça va prendre énormément de temps. Alors que maintenant, il va toujours gagner ses tournois en R5, comme avant, sauf que, à contrario, tous les autres joueurs dans sa catégorie auront des victoires et des défaites. Ce qui font que lui va ressortir du lot en R5 car il aura que des victoires, qui fera basculer son classement vers le haut. De plus, s'il joue contre un adversaire qui est mieux classé que lui, par exemple en interclub, ça va encore plus booster son classement qu'aujourd'hui. Donc oui, on peut dire que lui, il profite clairement de la réforme. Ça va un peu réduire les abus et ça va aussi légitimer sa montée rapide, car il a le niveau du classement au-dessus et elle est justifiée par ses performances. Cas numéro 3, le compétiteur régulier qui fait beaucoup de tournois. Donc le troisième profil, le joueur compétiteur régulier qui fait beaucoup de tournois dans la saison, parce que lui il veut monter le classement, donc il fait beaucoup de compétitions. Et aussi parce qu'il aime ça. C'est un vrai compétiteur, il joue souvent, parfois dans plusieurs séries, il teste des choses, il affronte des joueurs forts. Et donc pour ce joueur-là, avant, même s'il perdait un peu, il montait grâce aux points accumulés sur les victoires. Exemple, le même joueur R5 de tout à l'heure, il fait 15 tournois dans l'année, il en perd 9 et il en gagne 6. Mais les 6 tournois qu'il gagne, ça va rentrer peut-être dans ses 6 cotes, parce qu'aujourd'hui il y a 6 cotes. Les 6 tournois qu'il gagne, ça va peut-être rentrer dans ses 6 meilleures cotes, et donc les 9 qu'il a perdus seront pas pris en compte. Mais maintenant, les défaites comptent aussi. Du coup, forcément, ce joueur-là, il tâtonnera un peu plus dans la série et montera moins facilement. Peut-être que ce joueur R5-là, vu qu'il a gagné ses 9 tournois, peut-être qu'il serait déjà monté A4, voire N3. Or, actuellement, vu qu'il a 6 victoires et 9 défaites dans les tournois, peut-être que forcément, il se stabilisera un peu plus dans cette série-là ou prendra plus de temps à monter. Après, bien sûr, là, c'est une généralité. Je dis il gagne ou il perd. Après, bien sûr, ça dépend du stade d'avancée dans le tournoi, des joueurs qui a classé en face de soi, etc. Du coup, ce joueur-là, il va peut-être stagner, prendre un peu plus de temps pour monter, voire même descendre. Ce sera un peu plus dur psychologiquement car il faudra bien choisir ses tournois et mieux gérer sa saison. Mais en même temps, ça pousse à être plus régulier et plus stratégique. Donc en résumé, on a 3 profils. Le joueur loisir qui lui va continuer sa montée progressivement, tranquillement. L'ancien compétiteur qui va grimper vite s'il enchaîne les victoires et s'il est sous-classé. Et le joueur compétiteur régulier, lui, va devoir être plus malin pour ne pas stagner. Mais ce qu'on voit surtout du coup, c'est que le système est devenu un peu plus vivant, prenant un peu plus de choses en compte. Et que du coup, chaque match compte, chaque série a un enjeu. Et que ça peut rendre le classement plus représentatif de son niveau réel. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. Mais il va falloir du temps pour que les joueurs s'y habituent, que les classements se stabilisent et que les stratégies s'adaptent. Mais pour autant, il y a aussi quelques points négatifs. Par exemple, pour les joueurs qui n'ont pas de partenaire et qui souhaitent monter, ça va être un peu plus galère de trouver un partenaire. Par exemple, pour les personnes qui s'inscrivent en X, donc c'est des personnes qui n'ont pas de partenaire concret en tournoi et qui s'inscrivent en tournoi avec un partenaire X, et c'est l'organisation qui va les attribuer un partenaire. Donc pour chercher des partenaires et en trouver, ça va être plus délicat parce que les joueurs ne voudront pas jouer peut-être avec n'importe qui sous peine de perdre et du coup de faire descendre leur classement.
Donc ça va être un peu plus galère peut-être de ce côté-là. Aussi en ETA Club, ça peut poser problème parce qu'avant aussi le fun de l'ETA Club, c'était qu'on pouvait faire des compositions très atypiques et du coup mettre un joueur un peu fort avec un joueur un peu moins fort pour essayer d'équilibrer et venir gagner des matchs. Mais du coup, le fait de faire ça, s'il y a une défaite, affecter négativement le joueur qui était mieux classé, faire descendre son classement. Donc à voir comment tout ça va se mettre un peu en place. Mais c'est quand même un côté négatif de cette réforme du classement. Bien sûr, tout ça c'est encore approximatif. On ne sait pas réellement comment va fonctionner encore ce nouveau classement. C'est les grandes lignes qu'on a, en espérant qu'il n'affecte pas trop les compétiteurs de ce côté-là. D'ailleurs, il y a une commission fédérale, il me semble, qui arrive bientôt sur le sujet des nouveaux classements. Si par hasard un membre de la Fédé tombe sur cette vidéo, ou bien si vous connaissez un membre qui travaille dans la Fédé et qui s'y connaît un peu sur la réforme des classements, prenez contact avec moi avec mon mail pro qui est dans la description ou contactez-moi sur Instagram. Ça serait un plaisir d'échanger afin d'avoir un peu plus de détails, de précision sur le sujet et puis vous en informer directement. Et toi, tu te reconnais dans quel profil? Dis-moi en commentaire si ton classement reflète mieux ton niveau maintenant ou plutôt après la réforme. Et si tu as aimé l'analyse, pense à liker, à t'abonner et à partager la vidéo à ton pote qui va râler avec ce nouveau système. C'est donc une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao l'équipe!